Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va tip top, tip top, tip top. Je rentre de festival, ça m'a vraiment rempli le cœur d'amour et vraiment éveillé la conscience et puis vraiment mis de bonne humeur. Et aujourd'hui du coup on est le 26 juillet. Et le 26 juillet c'est l'anniversaire d'un des scientifiques qui a le plus inspiré ma manière de voir le monde. C'est un scientifique qui partage ma nationalité helvétique. Je parle de nul autre que du psychanalyste Carl Gustav Jung. Donc Carl Gustav Jung, né le 26 juillet 1875 dans le canton de Thurgovie, est mort le 6 juin 1961 à Küsnacht près de Zurich, était un disciple de Freud. Donc lui, il était vraiment à la base du mouvement de la psychanalyse. Lui, il a pu observer vraiment les débuts en fait. Vers le milieu de sa carrière, il a eu des divergences avec Freud. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'il allait vraiment dans sa direction à lui. Et en fait, Carl Jung, c'est quand même un personnage assez controversé, on va le dire. Moi, perso, ma mère est psychologue et elle m'a parlé de Carl Jung depuis que je suis vraiment tout petit. Du coup, moi, c'est plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire mes propres recherches vers l'adolescence, début de l'âge adulte, que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens, ils le dénonçaient beaucoup et puis ils trouvaient que c'était un pseudo-scientifique, qui s'appuyait pas sur des trucs concrets, que le gars, c'était un charlatan. Bref, vous voyez un peu tous les mêmes, arguments rhétoriques que certains zététiciens peuvent amener dans les discussions quand ils ne comprennent pas les choses. Et du coup, bah, tant mieux qu'ils fassent leurs critiques, hein, parce que chaque travail scientifique, c'est la base de la science, c'est d'être critiqué. Donc moi, là-dessus, je ne vais jamais dire que c'est pas légitime de critiquer des personnages. Mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont... Moi, ça m'a frappé de la capacité de ce gars, en fait, à justement exprimer des concepts que je retrouve vraiment pas ailleurs, en fait. Et que moi, ça me parle beaucoup. Alors, notamment, lui, ce que j'aime beaucoup chez Carl Gustav Jung, c'est son énorme connaissance encyclopédique et cette connexion qu'il a entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Du coup, pour vous, ça va être reverse, mais bon, vous m'aurez compris. Qui est l'hémisphère gauche, le côté plus rationnel, ordonné, structurel, et l'hémisphère droit, le côté plus intuitif, justement, un peu nébuleux, ce côté un peu créatif aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il donne des outils pour comprendre les connexions qu'il peut y avoir entre ces deux hémisphères du cerveau. Et puis du coup, comment on peut à la fois avoir une sorte d'ordre psychologique, scientifique, avec l'utilisation d'images notamment, ces fameux archétypes. Du coup, dans cette vidéo, je vais revenir sur 3 concepts de Carl Jung, qui sont le concept d'archétype, le concept d'inconscient collectif et le concept de synchronicité. C'est des concepts que j'utilise souvent dans mes vidéos et que je vais être amené à utiliser plus souvent. Alors, c'est des concepts compliqués à saisir, donc forcément, je vais vous expliquer du mieux que je peux qu'est-ce que j'en comprends aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires quelles sont les nuances dans ces concepts que vous apportez, qu'est-ce que vous avez compris si vous avez étudié ça. Parce que je sais que forcément, si je fais une chaîne où je parle de tarot et d'astrologie, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà intéressées à Jung, c'est obligé, hein. Et du coup, bah voilà, je vous invite à ouvrir cette discussion avec moi et à échanger sur ces concepts. Moi, je vais essayer de vous donner des définitions un peu structurelles, on va dire, et ensuite un peu intuitivement, moi, comment j'ai pu utiliser ces concepts dans la vie de tous les jours pour justement mettre de l'ordre dans ma manière de voir le monde. Allez, c'est sans plus attendre. Je vais procéder de cette manière, j'ai une petite feuille avec des notes. J'ai noté la définition Wikipédia des 3 concepts dont je vais vous parler. Donc là, je vais commencer par le concept d'archétype. Je vous lis la définition, comme ça vous avez un truc un peu plus carré que mon interprétation. Et après, bah justement, je vous dis qu'est-ce que j'ai compris de cette définition en fait. On va commencer avec l'archétype. Archétype. Tendance humaine à utiliser une même forme de représentation donnée a priori, renfermant un thème universel structurant la psyché, commune à toutes les cultures, avec des formes symboliques diverses. Donc voilà, là je vais vous parler, je vais vous donner un exemple de ça. Il y aura ces archétypes se retrouvent dans les mythes et les rêves notamment, et je vais vous donner l'exemple de l'héros, l'archétype de l'héros. Donc,
On va un peu disséquer cette définition. Tendance humaine à utiliser une même forme de représentation donnée a priori. Qu'est-ce que j'en comprends? En fait, tendance humaine, ça veut dire que ça rejoint toute l'humanité. Donc c'est quelque chose d'anthropologique, c'est pas quelque chose de culturel. Là, on est en train de parler d'un concept qui s'applique à la fois à un homme d'affaires qui vit à Manhattan qu'à une femme qui vit dans les îles du Vanuatu, qui a peut-être jamais rencontré la civilisation, on va dire, je sais même pas, j'ai pas envie de dire évoluer parce que là, j'en suis vraiment plus à penser qu'on est plus évolué qu'eux, mais on va dire la civilisation globalisée, voilà, pour faire quelque chose de plus neutre en fait. Donc ça s'applique à toute l'humanité. Ou on peut aussi dire que ça s'appliquait aux gens qui vivaient il y a 2000 ans ou quelque chose comme ça. Alors, renfermant un thème universel structurant la psyché. Intéressant aussi là. Renfermant un thème universel structurant la pensée. Donc là, moi ce que j'aime bien en fait quand je pense à quelque chose comme ça, de nouveau, moi c'est ma manière de penser, Mercure en cancer, hein, donc toujours, moi j'ai une manière de penser très aquatique, rien que le fait que là je vous fasse une définition et que j'en revienne à des concepts d'astrologie, je trouve très intéressant. Et il faut savoir que Carl Gustav Jung, il avait aussi Mercure en cancer, donc je pense que c'est une des raisons qui fait que moi ça me frappe comment il parle de ça. En fait, moi je vois beaucoup la psyché comme quelque chose un peu de liquide, quelque chose qui se met dans des pores. Et la psychologie, justement, c'est comprendre comment cette eau, ce liquide, en fait, psychique, il peut justement se déverser au travers des différentes structures qu'on a érigées, en fait, structures psychologiques. Et c'est, je pense que c'est là, justement, le yin et le yang, l'ordre et le chaos. Il y a une énergie qui se structure, en fait. Et du coup, on pourrait dire que l'archétype, c'est une sorte de moule, en fait, comme quand on fait des biscuits en forme de sapin de Noël ou de petits bonhommes de pain d'épices. Les archétypes, c'est des moules dans lesquels l'énergie psychique, elle peut se verser pour donner une sorte de représentation, justement, qui a du sens. Donc comme ça, quand on observe le monde, quand on observe les choses qui se passent, on peut voir justement des patterns. Donc les patterns, c'est une sorte de reproduction de choses qui mène à... C'est une reproduction de séquences qui vont mener à une action concrète. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Peut-être que je pars un peu loin, mais bon, voilà quoi, c'est la vidéo sur Carl Jung. Si on part pas loin dans la vidéo sur Carl Jung, je sais pas dans quel sujet on va partir loin. Commune à toutes les cultures avec des formes symboliques diverses. Alors là, de nouveau, c'est un peu redondant presque, j'ai l'impression, parce qu'on parle de l'humanité d'abord, donc tendance humaine, et là on dit commune à toutes les cultures. Donc on répète ce fait que c'est commun à toutes les cultures, et on dit avec des formes symboliques diverses. C'est là où c'est intéressant justement. C'est là on est en train de dire qu'il y a quand même quelque chose de différent entre les différentes cultures. Donc là de nouveau il va falloir qu'on fasse un effort de pensée. Je vais le faire avec vous. C'est justement un peu ces petites distinctions qui font que c'est compliqué de parler de ces sujets et qui je pense aussi est dénoncé par certaines autres personnes. C'est que voilà, ok, bon, tu dis un truc, après tu dis l'autre, c'est quoi exactement ce que tu entends? Alors moi, quand je vois, c'est des formes symboliques diverses. Par exemple, je vais vous donner un exemple là, qui me vient en tête. Il va y avoir l'archétype du prédateur. Donc c'est le prédateur, c'est un concept que la psyché, elle va créer, très rapide, très global, qui dit, ok, ça c'est quelque chose qui peut t'amener un danger. Parce que prédateur, ça va être un archétype, forcément il va y avoir un archétype pour balancer ça, ça va être la proie. Donc si tu es une proie, le prédateur représente un danger. Et du coup, je pense que justement, selon la culture dans laquelle on vit, l'archétype de prédateur, il va être commun à toute l'humanité en fait, mais elle peut avoir des formes symboliques diverses. Peut-être que justement, une peuplade de l'Amazonie, l'archétype du prédateur, pour elle, ça va être un anaconda ou un jaguar, mais peut-être que, par exemple, je sais pas, dans un pays comme le mien, en Suisse, dans les montagnes, le prédateur, ça va plutôt être un loup, et la proie, ça va plutôt être le mouton, en fait. Mais cet archétype de prédateur, il reste là. C'est quelque chose qui va venir justement chasser la proie, en fait, qui va venir manger la proie. C'est un peu comme ça que je comprends ce truc de symbolique. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas. Donnez-moi
ce que vous interprétez justement par le fait que l'archétype il est commun à toutes les civilisations, mais il peut prendre des formes symboliques diverses. Je vais vous parler de l'archétype de l'héros, justement pour comprendre pourquoi on dit que les archétypes, on les retrouve dans les mythes et les rêves. Alors, l'archétype du héros, j'adore cet archétype. Parce qu'en fait, moi, je me suis beaucoup intéressé au cinéma. Il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à ça, au storytelling. J'ai commencé à lire des livres depuis que j'étais tout petit, en fait. Et ça m'a toujours fasciné de comment on écrit une histoire. C'est quoi, comment on peut rendre une histoire intéressante. Et c'est justement l'archétype là, il va être crucial. Par exemple, j'ai détesté les derniers films Star Wars, les trois derniers là, les principaux. Je parle pas des spin-offs. Je les ai pas vus d'ailleurs les derniers. On m'a dit qu'ils étaient bien, mais bon voilà, ils m'ont tellement déçu la dernière trilogie que voilà, moi depuis je regarde quasiment plus de films et tout. Voilà, là pour moi on est dans un pas, c'est l'inverse d'une âge d'or du cinéma quoi. Et un de ces faits justement, c'est que pour moi on a totalement charcuté l'archétype de l'héros en fait. Donc, Star Wars, je vais vous parler de Star Wars. Alors, si vous n'avez pas vu Star Wars, vous ne comprenez pas Star Wars, ma foi, c'est pas grave, vous faites la même chose avec Harry Potter. Et si vous n'avez jamais vu Harry Potter, ma foi, c'est pas grave, vous faites la même chose avec Bouddha. Parce que c'est là, c'est le même archétype, c'est l'archétype du héros. Luke Skywalker, pour moi, c'est le héros par excellence, justement. Pourquoi? Parce que c'est quoi le héros? Quand je vous parle de héros, déjà, il y a des idées qui vont venir en tête. Et comment vous pensez à ces idées? Ben sûrement que dans votre vie concrète, vous avez vu des héros, ou vous avez vous-même été des héros dans certaines situations. Mais sûrement que si je vous parle de héros, vous pensez plutôt à des figures d'histoire. Donc d'histoire, ça peut être des films, des livres, des textes religieux, mais vous allez penser à ça. Donc justement, si je vous dis Luke Skywalker, c'est un héros, à quoi vous pensez quand je vous dis que c'est un héros? Est-ce que vous vous dites c'est un héros parce qu'il aime le riz? Non, je vous sors un exemple, rien à voir, hein. Non, vous vous dites pas, c'est pas ça la caractéristique d'un héros. Ce que vous vous dites, c'est un héros parce que il part de rien et il s'entraîne beaucoup pour vaincre ses propres démons à lui et il finit par sauver les gens et sauver la galaxie du mal. Ben là, vous dites, ah bah oui, bah ça c'est ce qui fait de lui un héros en fait. Et est-ce que c'est un héros parce qu'il se bat contre un méchant en fait, un anti-héros? Bah oui, c'est ça qui fait que c'est un héros. Est-ce qu'il est que héros? Bah non, parce qu'il y a des moments, vu que c'est un personnage complexe, il a incarné le rôle de l'anti-héros. Il a fui ses responsabilités. Et du coup, que ce soit Luke Skywalker, que ce soit Harry Potter, que ce soit Jésus-Christ, ces personnages, en fait, ils ont incarné ce rôle de héros, ce moule à biscuits qu'on peut appeler héros, et ils ont incarné ce rôle, et ça leur a permis quelque chose. En fait, ce rôle a été utile pour eux parce que ça leur a permis de sauver le monde du mal, en fait, et puis de transcender leur nature d'anti-héros, justement, et de recevoir l'admiration. Parce que, justement, le héros, un des points communs du héros, c'est que le héros, il est admiré par les autres. Les autres le reconnaissent en tant que héros. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une des caractéristiques du héros. Et du coup, c'est là où c'est super passionnant. Parce que ce soit dans les livres et les histoires, ça peut aussi arriver justement dans les rêves. Parce que moi, je trouve que c'est un des autres trucs que Carl Jung, il a beaucoup parlé, c'est la correspondance avec les rêves. Et c'est vrai que les rêves, c'est comme si on se... Moi, j'ai souvent cette impression-là, en fait, quand je... Moi, je fais beaucoup de rêves lucides. Et des fois, je sens que mon inconscient, il me dit, là, tu dois pas être lucide, là, tu dois te laisser aller dans l'inconscient. Et du coup, une manière pour moi de rentrer, en fait, dans le rêve, sans me dire, c'est pas cohérent ce qui se passe, c'est que je m'imagine que je joue à un jeu vidéo où je suis le personnage principal, un peu comme une VR. Et ça me permet de vivre des histoires différentes, justement, où des fois je suis gentil, des fois je suis méchant, des fois je dois fuir quelque chose, des fois je dois structurer quelque chose, des fois j'ai des aventures à vivre, j'en sais rien. Et justement, c'est une histoire qu'on vit. Donc les rêves, je trouve ça très intéressant, parce que quand on fait beaucoup de rêves, c'est comme si tous les soirs en allant se coucher, on allait voir des films, en fait. Où on était, bah, souvent, on est l'acteur principal, même si c'est très complexe à parler des rêves. Là, on pourrait faire beaucoup de vidéos sur les rêves. D'ailleurs, je pense qu'une de mes prochaines vidéos, ça va être sur ce sujet, parce que je pense qu'on peut creuser plus en détail là-dedans. Mais vous l'aurez compris, les archétypes, c'est des rôles.
C'est des manières de structurer la pensée qu'on peut justement reproduire après. Et je pense que ça aide justement cette énergie psychique aquatique qui a tendance à se déverser partout un peu dans le chaos. Avec des archétypes puissants, ça permet en fait de structurer les histoires. Et du coup, une histoire intéressante, ça va être une histoire qui mélange plusieurs archétypes complémentaires dans une suite logique. Il y a une logique dans les histoires. Et j'en reviens du coup, pour finir ce segment, au dernier Star Wars. Pour moi, les derniers Star Wars, c'est un scandale parce que justement, il n'y a pas cette notion de héros. La meuf, et c'est pas le problème que ce soit une meuf, parce que Alien, c'est une meuf et c'est une héros, la meuf d'Alien. Donc voilà, c'est pas une question de sexe. C'est une question que ce personnage, il arrive et il a, dès le premier film, il bat le méchant. Le méchant, il a eu des années d'apprentissage. Il a été entraîné par le Jedi, un des Jedi les plus puissants de l'histoire, bah, Luke Skywalker, qui est le héros principal de toute cette trilogie Star Wars, de toute cette histoire Star Wars. Le méchant, il a des années d'expérience, il est entraîné par le meilleur Jedi de l'histoire, et la meuf qui sait pas qui elle est, qui n'a pas découvert ses pouvoirs, qui n'a pas dû s'entraîner plus que ça, elle arrive à le battre dès le premier film. Ça, c'est pas un truc de héros en fait. Parce que le héros, il doit surmonter. Le héros, il doit ne pas être capable de vaincre le problème au début. Souvent, il y aura un échec. Et il doit s'entraîner pour y arriver. Là, dès le début, elle y arrive. Donc voilà. Ça, c'est pour l'archétype de héros que je trouve très intéressant à vous échanger, justement. Et pourquoi, justement, si cet archétype il n'est pas suivi, notamment dans le cas de la dernière trilogie Star Wars, ça crée un problème dans l'histoire. On n'arrive pas à s'identifier. Le problème, c'est pas qu'il tire des lasers ou qu'il y ait des aliens ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'on ne s'identifie pas à cet archétype de héros, là où dans Star Wars 4, 5 et 6, on peut vraiment s'identifier à l'histoire de Luke, ou de Leia, ou de Han Solo, ou de tous ces autres personnages, parce qu'ils incarnent cet archétype avec une évolution concrète et cohérente. Alors maintenant, je vais aborder avec vous le concept d'inconscient collectif. Ça va être un peu plus bref parce que bah déjà, pour moi, c'est des sujets qui se ramènent beaucoup à l'archétype. Donc si on comprend l'archétype, on comprend plus ou moins l'inconscient collectif. Inconscient collectif. Désignation des fonctionnements humains liés à l'imaginaire, commun au travers des lieux et époques, se manifeste par les archétypes. Donc qu'est-ce que je comprends par ça? En fait, déjà, on en revient à un domaine un peu freudien, c'est ce concept d'inconscient et de conscient. Donc, on comprend bien qu'il y a une partie du mental qui est consciente. Et je dis on comprend bien. Est-ce qu'on comprend vraiment bien ce que ça veut dire qu'on a une partie du mental qui est conscient? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que moi je comprends? Et je me mets à nu, peut-être je vais vous dire de la merde, mais je vais essayer de mettre des mots sur ce que je comprends par il y a une partie de la psyché qui est consciente. Quand on voit quelque chose, c'est conscient. Quand on voit l'image mentale, c'est conscient. Quand on se parle mentalement, quand on entend ce charabia mental, le monkey mind, c'est aussi conscient. Ce qu'on peut entendre, voir, les histoires qu'on peut s'imaginer, les images qui peuvent nous venir en tête. Si je vous dis, imaginez-vous que votre patron est allé dîner avec votre meilleur ami, vous arrivez à vous faire une image mentale. Alors j'imagine, souvent j'essaie d'imaginer, justement quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous imaginez? Comment vous le voyez? Vous voyez une scène, vous voyez un texte, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des ressentis? Le restaurant où ils vont manger, c'est un restaurant que vous connaissez, c'est un restaurant que vous inventez dans votre tête. C'est l'archétype du restaurant que vous imaginez dans votre tête qui va prendre toutes les caractéristiques communes de tous les restaurants où vous êtes allé pour vous faire une sorte de, justement, de supra-restaurant mental. Quand je vous dis votre patron, déjà, à qui vous pensez? Parce que peut-être vous êtes au chômage maintenant et vous ne travaillez pas forcément, mais c'est qui votre patron? Vous avez bien un patron en tête, ok? Un gars ou une femme qui vous a marqué comme, ah ouais, lui, c'était vraiment le patron, vraiment. Peut-être c'est quelqu'un que vous pensez d'un film, par exemple, j'en sais rien. Tout ça, c'est intéressant, du coup, déjà, de voir ça. Et du coup, pour moi, la partie consciente, c'est ça. Et maintenant, la partie inconsciente, c'est la partie que, justement, ben, par définition, on ne peut pas voir. Donc là, comment vous expliquer, comment est-ce que moi je pourrais comprendre, comment est-ce que vous pourriez comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire la partie qu'on ne peut pas voir en fait.
Et là, je pense que c'est là où ça devient très, 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 très intéressant, en fait, la psychologie, la psychanalyse et tout ça. Parce que, est-ce que justement, la définition de la psychanalyse, d'ailleurs, ça, je suis pas allé la regarder, mais j'aurais pu regarder ça pour cette vidéo, est-ce que la psychanalyse, c'est pas justement cette étude de la manifestation de l'inconscient dans le conscient? Quels sont ces leviers, justement, inconscients qui font que il y a des choses après qui se manifestent dans le conscient? Bref, très intéressant en tout cas. Et du coup, bah, cet inconscient collectif, il se manifesterait au travers des archétypes. Donc on pourrait justement penser que ce qui sort de cet inconscient collectif, c'est des archétypes, c'est ces moules à biscuits en fait. Donc voilà, moi ça c'est ma définition de l'inconscient collectif, ça va être justement, souvent inconscient collectif, je le vois aussi comme une piscine à idées en fait. Une piscine à moule à gâteau psychologique, justement une piscine d'archétypes où on va pouvoir puiser tous, mais du coup cet inconscient collectif, bah voilà, parce que ça c'est autre chose que je pourrais rajouter au concept d'inconscient collectif. Parce que je vous ai parlé de conscient inconscient, mais maintenant on peut aussi parler d'individuel et de collectif. Parce que c'est une autre distinction importante à faire en fait dans ce cadran, donc qui serait conscient, inconscient, individuel, collectif. Et du coup, bah ouais, collectif, ça serait qu'il serait commun à toute l'humanité. Et du coup, c'est là où c'est intéressant aussi, souvent je me demande, c'est est-ce que cet inconscient collectif, il est donné, il existe, et si on prend des humains d'il y a 100 000 années, ils avaient déjà justement ces mêmes inconscients collectifs, ils avaient déjà ces mêmes idées, ou est-ce que cet inconscient collectif, il évolue au travers de l'individuation justement, donc qui se fait personnellement. L'individuation, c'est ce processus de sublimation de la psychologie pour la mettre dans quelque chose d'individuel justement, une création d'un personnage qui est propre, qui se sépare justement de tous ces concepts d'archétypes, mais qui arrive à les structurer pour créer une histoire qui nous est propre. Ou en tout cas, c'est ce que j'en comprends. De nouveau, là, je suis un peu en roue libre. Je vous dis ce que je pense de ces sujets depuis longtemps. Voilà, peut-être je confonds un peu tous ces mots. Donc, j'ai fait de la psycho à l'école, mais j'avais pas des si bonnes notes que ça parce que je crois que j'arrivais pas forcément à mettre les bons mots sur les bons sujets. D'ailleurs, travail de fin d'études, là, examen psycho, j'avais eu Freud, j'ai fait 3,5 sur 6, donc j'ai été un suff. Heureusement, j'avais une bonne moyenne de fin d'année, du coup, pour pouvoir me rattraper. Mais c'est pour vous dire, je vous parle de ces sujets, mais voilà, peut-être que quelqu'un qui étudie ça pourra parler plus spécifiquement de ce qu'il entend, lui, ce qu'il comprend par le domaine d'inconscient collectif et où c'est que j'ai fait des bourdes dans mes explications. D'ailleurs, ça serait très apprécié si quelqu'un faisait ça. Maintenant, aborder avec vous le concept peut-être le plus controversé de Carl Jung, mais du coup, c'est mon préféré. Parce qu'il y a un lien entre le fait que ce soit controversé et puis que moi, j'adore cette idée. Écoutez certainement, parce que moi, je suis un gars de la controverse, donc c'est comme ça. Je vais vous parler du concept de synchronicité que j'adore et puis j'ai plein d'anecdotes à vous faire au sujet des synchronicités. Donc vous inquiétez pas, ça c'est un concept qui aura plusieurs vidéos en fait juste pour ça. Des fois quand je saurais pas trop de quoi vous parler, je juste me dire ah Mickey, il va falloir une vidéo sur les synchronicités, je vous donne 50 exemples et puis ce que j'en pense. Du coup on va procéder comme avec les autres concepts, je vais vous lire la définition. Synchronicité. Occurrence simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins deux événements mentaux qui ne représentent pas de lien de causalité physique, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Et pour ça, je vais vous parler de deux exemples. L'exemple du scarabée de Carl Jung et l'exemple du tarot. Parce que le tarot, pour moi, ben, c'est un mélange de tout, en fait, justement. Et après, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine passée, qui a un rapport entre le scarabée et le tarot en même temps. Donc, putain, alors là, on est en train de créer des ponts dans la matrice, là. Tout est lié. Moi, déjà, j'en suis persuadé, donc tout est lié. Tout est lié, c'est un peu le résumé qu'on pourrait faire de la synchronicité. En fait, la synchronicité, c'est, comme c'est dit, occurrence simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins deux événements mentaux. Occurrence simultanée. Donc on est en train de parler de la perception d'un événement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas une seule chose qui se sont passées, il y a deux choses qui se sont passées. Donc ça peut être justement
une action, un événement, une apparition, je sais pas, une odeur qu'a émané, ça peut être vraiment 500 milliards de trucs. Synchronicité, c'est deux choses qui se sont passées. Qu'est-ce que ça pourrait être une synchronicité? Ben, ça pourrait être par exemple, je parle avec mon pote de quand j'étais dans la forêt que j'ai vu un arbre tomber. Et là, il se passe quoi devant nous? Il y a un arbre qui tombe. Puis là, je regarde mon pote et je me dis, waouh, ça c'est pas arrivé. Là, je donne un exemple. Je vais vous donner des exemples qui sont arrivés après. Mais ça pourrait être une synchronicité. Il y a eu un événement mental qui est arrivé. Je parlais de mon ami d'une histoire où j'ai vu un arbre tomber dans la forêt. Et il s'est passé quoi? Il y a un arbre qui est tombé dans la forêt. Est-ce que c'est un hasard? Ben, scientifiquement, la voix humaine n'a pas la capacité de faire tomber les arbres. On pourrait pas dire que c'est parce que j'ai dit que l'arbre est tombé que la vibration de ma voix fait tomber l'arbre. Ou alors que j'ai activé le code secret de l'arbre et l'arbre il a entendu ce que j'ai dit et il est tombé. Alors c'est là où on dit justement, ne présentant pas de lien de causalité physique. Donc on est bien en train de dire justement qu'il y a eu quelque chose de paranormal. Parce que si je vous disais, ouais, j'étais en train d'utiliser ma tronçonneuse et je suis passé au travers de l'arbre et quand j'ai scié le dernier millimètre, l'arbre il est tombé, on va pas parler de synchronicité. Parce qu'il y a un lien physique de causalité entre le fait d'utiliser une tronçonneuse et de faire que l'arbre tombe. Par contre, si c'était quand je racontais l'histoire à mon pote, j'ai commencé à avoir l'accent du sud là pendant un petit instant, on est d'accord qu'il n'y a pas ce lien de causalité physique. Et c'est là où il y a ce domaine où on va devoir passer de l'hémisphère gauche. Donc je reviens à ce concept, l'hémisphère gauche, si j'utilise une tronçonneuse sur un arbre, un outil a une conséquence physique, matérielle, il va se passer quelque chose. C'est une pattern que j'ai pu observer. Quand on utilise un objet tranchant qui fait 600 tours minute contre un objet qui peut être tranché comme un arbre, ça va couper. Voilà, là on reste dans l'hémisphère gauche, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de créatif ou de choses comme ça. Par contre, justement, quand il se passe cette chose, je parlais à mon pote de l'arbre qui tombe, l'arbre est tombé. Là, en fait, on va passer de l'hémisphère gauche. Il va y avoir un appel à l'hémisphère droit, en fait, du cerveau. Parce qu'on va devoir se demander pourquoi l'arbre est tombé. Et là, on est en train de parler de quelque chose, justement, qui transcende notre hémisphère gauche. Parce qu'on a une règle de comment le monde il va fonctionner. Et une de ces règles, c'est les arbres ne nous comprennent pas. Mais là, du coup, vu que l'arbre il est tombé quand je parlais de ça, on est obligé de faire appel à l'hémisphère droit pour créer une nouvelle règle. Essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu faire que l'arbre il est tombé. C'est là où l'hémisphère droit il va prendre tout son sens. Parce qu'il va commencer à se dire, par exemple, bah justement, peut-être que l'arbre il a compris. Peut-être que l'arbre il a compris et qu'il a essayé de faire une blague. Ça pourrait être une des raisons. Peut-être qu'il y a des esprits. Peut-être qu'il y a des esprits, des démons ou des anges, j'en sais rien, mais des esprits ou des aliens même qui sont invisibles. Il y a un arbre qui a failli tomber, ça m'aurait fait trop flipper, je vous dis pas comment. Bref, je vais essayer de reprendre mes esprits. Justement, s'il y a on doit penser à quelque chose, justement. Bah, peut-être il y a un alien qui a fait tomber l'arbre. Peut-être que c'est, je sais pas, notre puissance mentale qui fait qu'on peut envoyer des ondes électromagnétiques. Bref, on doit penser à quelque chose d'autre. On doit penser à une nouvelle solution. Et c'est là où je trouve très intéressant, c'est d'essayer de parler de cette notion de synchronicité qui est en elle-même une manière de codifier en fait ces apparitions de pseudo-coïncidences. Et toutes les personnes qui auront exploré les psychédéliques parmi vous sauront que les synchronicités, elles sont extrêmement courantes justement dans ces états de conscience altérés où l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau ont des connexions beaucoup plus grandes que d'habitude. D'ailleurs, ça peut aller très très loin, ça peut aller très 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 loin. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, il y a cette notion de la synchronicité, c'est le clin d'œil de l'univers en fait. C'est justement ça. C'est là, l'arbre il n'est pas tombé, mais si l'arbre il était tombé,
Ça aurait vraiment été ce clin d'œil de l'univers de dire, c'est bien que tu leur parles de synchronicité, c'est très important. Et là, du coup, je vais vous donner les exemples, en fait, justement, qui ont été utilisés par Carl Gustav Jung, l'exemple du scarabée. En gros, je vais peut-être un peu écorcher l'histoire, parce que je ne vais pas tout relire exactement l'anecdote. Mais en gros, l'histoire, c'était un peu quelque chose comme ça. Carl Jung, il avait une patiente. Et cette patiente, elle avait un peu une crise existentielle, en fait. Elle cherchait du sens à la vie. Elle ne comprenait pas, elle avait un mal-être et elle cherchait à comprendre. Et elle faisait de la psychanalyse avec Carl Jung. Et en fait, Carl Jung, il adorait justement analyser les rêves. Parce que pour lui, dans les rêves, il y a des archétypes qui ressortaient. Et ces archétypes, justement, ils pouvaient appeler, nous évoquer un besoin de l'inconscient. Et du coup, pour lui, en tant que psychanalyste, l'analyse de ces archétypes et la récurrence de ces archétypes qui arrivaient dans les rêves de manière un peu répétée, c'était quelque chose qui permettait de comprendre beaucoup de choses sur l'humain. Et du coup, en fait, cette femme, en gros, elle lui disait « Il n'y a pas de sens dans ma vie, il n'y a pas de sens dans ma vie, il n'y a pas de sens dans ma vie. » Et au bout d'un moment, elle lui raconte un rêve. Et elle lui dit « J'ai fait un rêve où il y avait un scarabée doré. Mais moi, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est le sens de ce rêve. » Et en fait, pendant qu'elle raconte ce rêve, qu'est-ce qui arrive au travers de la fenêtre? Un scarabée doré qui se pose comme ça sur le bureau de Carl Jung. Et Carl Jung, il lui dit, bah vous voyez, c'est ça le sens de la vie. C'est quelque chose comme ça. Peut-être j'ai écorché l'histoire, je ne sais pas. C'est pas forcément le plus important dans les détails, en fait, surtout qu'il me semble que c'est un peu controversé. Est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est un exemple qu'on donne comme ça pour parler de ça, justement. Mais du coup, le scarabée de Carl Jung, il est très fameux pour ça. Maintenant, je vais vous parler du tarot. Après, je vais relier les deux. Donc, soyez prêts. Le tarot, j'adore cet outil. Puis le tarot, pour moi, il est en plein dans la psychologie jungienne. J'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, le tarot, c'est un peu le tableau de Mendeleïev de la psychologie. Donc, vous voyez, le tableau de Mendeleïev, il est agencé d'une certaine manière qui fait que les éléments qui sont dans les mêmes lignes et les mêmes colonnes, ils vont avoir des propriétés physiques et chimiques qui vont être justement... il y a des patterns, ça se reproduit, on comprend des choses. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable ce tableau, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas encore découverts. Et Mendeleïev, il a réussi à déjà approximativement connaître leurs propriétés. C'est ça, il savait, ok, bah alors là... d'après comment j'ai agencé ma table, l'élément qui sera là, il aura telle masse atomique et puis il aura telle propriété électromagnétique, blablabla. Et il a vu juste dans beaucoup de cas, même si ça a été peaufiné forcément avec le temps. En fait, le tarot, pour moi, c'est un peu la même chose. Les atomes, on peut les mettre ensemble, ça crée des molécules. Donc il y a des molécules, elles vont fonctionner, d'autres pas, ça va dépendre. Mais en fait, tous les atomes, on peut un peu les agencer. Et il y a tous ces trucs compliqués, de couches de valence, tout ça. Bref, je vais pas aller non plus trop loin dans les trucs parce que je suis pas un scientifique, hein, on va se le dire, je suis pas chimiste. Moi j'ai beaucoup l'énergie du Gémeaux, je comprends un peu la base de tout pour mettre en lien, mais après faut pas me demander d'aller dans les détails parce que moi je suis un expert dans rien du tout, si ce n'est le basketball. Là je vais quand même dire, je mets 10 000 heures dans le basket sans souci. Du coup, le tarot pour moi, c'est un peu la même manière qu'on peut agencer des atomes pour faire des molécules. Le tarot, c'est formidable parce que c'est des archétypes. Donc des archétypes qu'on peut ranger justement dans différentes formes. La terre, l'eau, le feu et puis l'air. Donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est qu'on peut les mettre aussi en équivalence avec des nombres. Chaque nombre a une signification, chaque nombre représente un archétype. On les met avec justement cet élément et ça va nous donner des situations du quotidien. Et c'est vrai qu'on a cette impression avec le tarot, cette richesse, qu'on peut mettre beaucoup de cartes ensemble et ça va donner une structure cohérente. Je sens la personne qui sait lire le tarot et qui sait raconter les histoires du tarot. Ce qu'elle fait, c'est mettre en lien toutes ces histoires et qu'est-ce que ça va lui renvoyer en elle. Et dans le tarot, il y a du coup la notion d'archétype et il y a la notion de synchronicité. Parce qu'il y a cette notion qui nous dit que justement, c'est pas un ex nous a réécrit, ça faisait vraiment longtemps qu'on se disait qu'on avait fait des erreurs avec cette personne et qu'en fait c'était sûrement notre âme sœur. La personne, elle nous réécrit le soir après avoir fait un rêve avec elle
Et vraiment, on se dit, wow, putain, c'est quand même, ça n'a pas l'air d'être une coïncidence. Et elle nous dit qu'elle veut se réconcilier avec nous et se remettre ensemble. Vous vous posez des questions, vous prenez votre jeu de tarot, vous mélangez les cartes et tout d'un coup, il y a le 2 de coupe qui sort. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Et quand il se passe des choses comme ça, il y a cette notion de synchronicité. On est vraiment en plein dedans. Nous, on nous apprend, hémisphère gauche, que quand tu mélanges des cartes et qu'il y en a une qui sort, ben, c'est un hasard. Il y a 72 cartes, c'est une sur 72. Mais quand justement quelqu'un avec qui on se demandait est-ce que c'est pas mon âme sœur en fait, elle nous réécrit et puis que la carte qui sort c'est le 2 de coupe, on en revient à mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la synchronicité, le tarot, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Le tarot, c'est la conceptualisation de tous ces archétypes jungiens, justement. C'est plein d'archétypes différents, plus la notion de synchronicité qui fait que bah, c'est passionnant. Quand on est réceptif à justement faire un lien entre la signification concrète d'une carte, donc presque métaphysique, un peu alchimique, le 2 plus les coupes, plus ça donne une image qu'on peut voir par exemple dans le Rider-Waite-Smith. Il y a une image justement qui peut nous évoquer encore plus d'idées. L'évocation en parallèle en plus à la coïncidence qu'une certaine carte sorte à un certain moment. C'est magnifique quoi, on va se dire. Moi j'adore ça en tout cas, moi j'adore ça. Surtout quand on plonge en... moi j'ai l'impression que ce truc de synchronicité, c'est quand on décide de rentrer dedans et qu'on ouvre son esprit et son cœur justement à ce que l'univers en fait il puisse peut-être nous parler au travers de cartes, de musique qui passe dans un supermarché, de rencontres qu'on fait au hasard dans un moment trop random sur des situations qui ne peuvent pas s'expliquer en fait par la simple loi des probabilités. Je trouve que c'est vraiment hyper poétique en fait. Puis j'adore voir le monde comme ça. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que justement c'est ce que je vous dis, plus on s'ouvre à ça et plus justement les choses, les coïncidences elles se mettent ensemble et puis c'est vraiment magnifique. Du coup pour vous donner l'anecdote pour moi qui m'est arrivée la semaine passée en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis allé à un festival, j'ai été bénévole, je devais nettoyer tout, incroyable, incroyable, meilleur job de ma vie de très loin. J'ai rencontré des personnes, j'ai pu revoir des personnes que j'avais vues l'année passée, c'était la deuxième fois que je le faisais, mais j'ai aussi pu en rencontrer plein de nouvelles. Il y a quelque chose de mystique, donc c'est un festival dans les montagnes suisses, dans les Alpes, dans les Grisons. Quelque chose de mystique dans cette vallée, donc en plus il y avait la nouvelle lune, du coup beaucoup de personnes, énergéticiennes, médiums, chamans, des personnes de partout de la planète, on s'est retrouvés là. Et on a pu pratiquer de la magie concrètement, hein. Pas 150 000 mots à part ça à dire. Hein. On a fait des rituels, des choses comme ça. Et bref, c'était vraiment incroyable parce que genre, tous ces domaines de synchronicité, ça arrivait pa. Et vu qu'on était plein à être ouvert à tout ça, dans un esprit d'amour et de partage et de non-jugement, un peu de la vision du monde de chacun, ces trucs, mais fou, ça s'enchaînait. Peut-être le plus probable, c'est qu'il y avait beaucoup d'esprits justement qui étaient à l'aise parce qu'il y avait beaucoup de personnes avec des capacités psychiques, on va dire, développées. Et du coup, ça jouait avec nous en tout cas, mais c'était très dans le bon sens, quand on le percevait. Hein. Et du coup, avec une de ces personnes justement qui m'a épaté par ses pouvoirs spirituels, une énergie de dingue cette personne. Ben, en fait, on a parlé de Carl Jung ensemble. On a parlé un jour de Carl Jung et on a parlé d'un autre concept que j'ai pas parlé de Carl Jung dans cette vidéo, mais dont je reparlerai dans la prochaine vidéo que je ferai sur lui. C'est le concept du shadow. Le shadow, c'est sa part d'ombre en fait. On a beaucoup parlé de ça avec elle. Et après, je lui ai dit, bah écoute, moi, je tire le tarot. Du coup, si ça t'intéresse, je peux te faire un tirage de tarot, justement. Parce qu'elle se posait beaucoup de questions, notamment pour sa vie spirituelle. Et du coup, le lendemain, bah en fait, on allait bientôt partir, hein, c'était le jour du départ. Puis moi, je me baladais dans le campement des bénévoles et je la croise. Et puis là, elle me dit, tu me fais le tirage de tarot? Et sur sa main,
il y avait un scarabée vert. Il y avait un scarabée vert sur sa main. Et je lui avais dit que je faisais du tarot suite à une conversation avec Carl Jung. Voilà, c'est un hasard. Et là, je l'ai regardé, je lui ai fait, mais tu connais l'histoire du scarabée et de la synchronicité? Elle me dit non, mais ce scarabée, ça fait 1 heure qu'il est sur ma main, il me lâche pas. Et puis j'ai regardé, j'étais là, genre, bah écoute, moi je sais très bien que toi tu sais qu'il n'y a pas de hasard, mais du coup je vais t'expliquer parce que c'est un hasard assez intéressant ça. Puis voilà, du coup j'ai fait le tirage de tarot, le scarabée il est resté tout le long, tout le long, tout le long sur sa main. Donc c'était vraiment un truc de malade et en plus le tirage de tarot, il a extrêmement résonné avec elle. Genre elle a vraiment pu synthétiser, moi j'ai pu recevoir les messages. Je lui ai dit écoute ça moi je sais pas de quoi ça parle mais moi c'est le message que je reçois. Je sais pas si ça va te parler ou pas. Elle m'a dit ça me parle exactement. Elle a pu retransmettre le message et puis elle avait toujours ce scarabée sur la main. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment encore une fois au départ de ce festival qui vraiment il était magique. Ça m'a rappelé que la magie elle existait et puis qu'il fallait surtout pas hésiter à la partager et à dire aux gens. C'est bien qu'il y ait des gens qui critiquent et qui disent que ce soit perché, que ce soit des images mentales, que ce soit le cerveau qui essaye de trouver des liens entre les choses pour donner un sens structurant, etc. Et puis qu'on ne sait pas ce que c'est qui fait ces hasards ou pas. Mais moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fort en maths et que moi, je comprends les probabilités. Et puis qu'il y a vraiment beaucoup de fois où quand on tire des cartes avec un jeu de 72 cartes et qu'il y a des séquences particulières de cartes qui sortent, ou que par exemple on arrive à deviner intuitivement plusieurs placements astrologiques d'une personne alors qu'il y a 7 planètes, 12 signes possibles et puis qu'on arrive à trouver juste en plus l'ascendant, en plus ça fait 8, on arrive à comprendre certains placements et tout. On comprend que le monde c'est beaucoup plus que juste l'hémisphère gauche, de juste qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on peut quantifier, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'ordre dedans. Il faut aussi des fois piocher dans l'hémisphère droit et que si vous avez cette capacité à vous connecter entre les deux hémisphères, n'hésitez pas à transmettre ça et à dire les choses comme vous les voyez parce que je pense que c'est une grande aventure, on en revient à la quête du héros. Je pense qu'aujourd'hui la quête du héros c'est de mettre en avant les concepts inconscients au travers du monde parce que là on atteint les limites de l'hémisphère gauche et puis je pense qu'il faut un peu justement faire évoluer les choses.